sur l'invité. Nous sommes très heureux de recevoir Gustave Sonon. Bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes ancien ministre, vous êtes membre fondateur du Bloc républicain. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit ce matin. Et pour conduire l'entretien avec moi, Kader Achirou, bonjour. Bonjour Aouna Diwan, monsieur le ministre Gustave Sonon, bonjour. Bonjour monsieur Kader. Alors comme l'a évoqué tout à l'heure Nadia Diwan, vous êtes membre du parti Bloc républicain. Depuis un certain temps, il est observé sur toute l'étendue du territoire national que les différents partis Bloc républicain effectuent des tournées de restitution du congrès constitutif. Alors à votre niveau, comment ça se passe dans votre circonscription électorale? Merci beaucoup. Bon, à notre niveau, ça se passe comme ça se passe partout, un peu partout. C'est-à-dire que après le congrès constitutif du parti Bloc républicain, je crois que c'était le 8 décembre 2018 à Parakou. Juste après ça, vous comprenez que ce sont les membres fondateurs qui y étaient. Et c'est 15 par commune au minimum. Donc il fallait que, une fois au niveau des différentes bases, qu'on puisse procéder à la restitution et recueillir les nouveaux membres qui souhaiteraient compléter la liste des membres fondateurs. Justement, en parlant de ce recueil des nouveaux membres, l'opposition vous voit déjà en pleine campagne électorale. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, en quoi c'est en pleine campagne électorale? Je crois qu'il est dit dans la Constitution et puis dans les différentes lois que les partis politiques animent la vie publique. Et je ne sais pas comment vous pouvez animer ces faits de mouvement. Donc nous nous retrouvons, oui, c'est fait de mouvement, nous nous retrouvons en famille. C'est-à-dire, faire campagne, c'est que vous regroupez je crois, la population quelque part, qu'elle soit de votre famille politique ou non, et vous allez faire la propagande de votre parti politique. Maintenant ici, ce sont les membres, ceux qui souhaitent adhérer au parti Bloc républicain que nous invitons. Et nous parlons, et je crois que c'est en famille. Et j'ai toujours l'habitude de dire que c'est la façon dont le relais se fait sur le terrain qui fait croire que nous sommes en campagne. C'est tout comme si, avant de venir sur le plateau, tu échanges avec ta patronne. Tout à fait. Oui, vous échangez, non? C'est un peu comme ça. Donc ce que nous faisons, c'est que nous faisons des échanges entre familles. Et les partis politiques sont appelés à animer la vie politique. Ce n'est pas une campagne. On ne peut pas être entre membres de la même formation politique et se parler et on va nous dire qu'on est en train de faire campagne. Je ne comprends pas. Donc, monsieur le ministre, aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de l'actualité politique dans notre pays? Que faites quoi? Quelle lecture faites-vous de l'actualité politique dans notre pays? Non, l'actualité politique est très riche et vous comprenez que ça dénote de la vitalité de notre démocratie. Vous aurez tendance à croire que c'est comme si le pays prendrait feu, alors qu'en réalité, ce n'est que la vie politique dans une démocratie tout à fait normale. Tout est en mouvement. Tout est en mouvement parce que nous avons les élections législatives. On va laisser le ministre aller au bout de la question. Non, je dis tout est en mouvement. Il voulait compléter. Alors, tout est en mouvement. Nous sommes dans la fièvre des élections législatives de 2019. Nous avons l'obtention du récépissé, l'obtention de quitus fiscal qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Quelle appréhension vous avez à cet effet? Bon, vous avez posé deux questions. Récépissé provisoire. Non, provisoire. Et la question de quitus fiscal. Nous commençons par la question de quitus fiscal. Non, la question de quitus fiscal, vous savez, c'est parce que nous n'avons pas l'habitude d'appliquer les lois. Et j'ai l'habitude de dire que si nous devons appliquer les différentes lois que nous votons, parce que pour avoir été ministre chargé des relations avec les institutions, j'ai pris du temps à lire certaines lois. Je me suis posé la question, si on devrait même appliquer le 10e, je ne sais pas si nous pouvons vivre même paisiblement au pays. Parce qu'on faisait un peu de laxisme. Sinon, la question de quitus fiscal, c'était une question qui existait dans les différentes lois. Il est dit qu'il faut que, avant d'être candidat, que vous soyez des citoyens honnêtes et qui soient exemplaires vis-à-vis du fisc. Maintenant, la loi a précisé qu'il faut l'obtention de ce quitus-là. Ça a été un peu corsé, ce n'est pas la loi qui l'a corsé, c'est le directeur général des impôts qui a estimé que pour pouvoir avoir une maîtrise de la gestion de ce quitus fiscal, que ce soit sa signature ou son adjoint. En fait, c'est ce qui a suscité un peu d'interprétation.
Donc, c'est pour vous dire que c'est une situation normale, réglementaire, mais vous comprenez que nous sommes très nombreux à ignorer, pas ignorer, on n'applique pas on ne respecte pas les lois, ne faisons pas, et on se fait rattraper. Et en son temps, quand la question avait été posée, beaucoup ont pensé que c'est qu'on veut éliminer telle personne, les opérateurs économiques. Je m'amusais à dire non, c'est tout le monde qui est concerné. Et vous avez constaté que ce soit mouvance ou opposition, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui est concerné. Si vous êtes un citoyen, vous avez impôt sur le revenu à payer, vous avez impôt sur le foncier bâti ou non bâti, même si c'est pas héritage, quand vous allez laisser une petite parcelle non bâtie, vous devez payer quelque chose. Maintenant, si c'est bâti, c'est en fonction des caractéristiques de la maison que vous aurez à payer. Et pire encore, si vous avez construit que c'est en location, je crois, le fisc prend 25% et nous sommes dans un système déclaratif. C'est-à-dire que c'est le citoyen même qui déclare les biens, qui se porte vers les impôts pour déclarer. Et c'est lorsque vous ne le faites pas, par sondage, par des enquêtes, les services des impôts arrivent à identifier vos biens, etc. C'est en ce moment qu'on vous envoie maintenant les avis d'imposition et vous devez payer. Donc c'est une situation normale. J'aurais appris que cette situation a déjà fait gagner beaucoup de sous au trésor public. Je ne sais pas s'il y a eu véritablement des gens qui étaient totalement aussi à jour. Parce que même si vous étiez à jour, tout au moins par rapport à 2019, je crois que... Il faut les régulariser. Il faut les régulariser parce qu'à partir du 31 janvier, c'est déjà des impôts dus. Vous pouvez même payer des impôts. Et par rapport aux récépissés, Non, par rapport aux récépissés, vous voyez, je crois que c'est la Cour constitutionnelle qui a voulu normaliser un peu les choses pour pouvoir permettre aux gens que nous puissions organiser les élections de façon apaisée. Mais c'est cette situation qui a encore créé un peu plus de problèmes. Et c'est tout à fait normal que l'opposition s'en sert, parce que l'opposition, les élections étant un jeu, on cherche toutes les occasions pour pouvoir trouver des failles de part et d'autre pour pouvoir taper plus fort. Sinon, en réalité, en ce qui concerne nos récépissés de conformité, ce n'était pas une pièce exigible. Dès que la loi dit que lorsque le parti politique est constitué, il dépose un dossier au ministère de l'Intérieur et dans un délai de 2 mois, le ministère de l'Intérieur a l'obligation de notifier, soit en disant que le dossier est conforme aux différentes lois, ou bien le dossier n'est pas conforme. Mais lorsque le ministère de l'Intérieur dit que le dossier n'est pas conforme, il doit motiver, dire les raisons pour lesquelles le dossier n'est pas conforme. Lorsqu'on le ministère de l'Intérieur donne cet avis, les 2 mois s'estompent. C'est-à-dire que dans un intervalle de 2 mois, si le ministère de l'Intérieur ne réagit pas, c'est que le parti existe d'office. Mais dans cet intervalle, lorsque le ministère réagit pour dire que votre dossier est conforme, le ministère vous dérive un récépissé provisoire. Cela suppose d'office que vous existez déjà provisoirement. Parce que j'entends dire que c'est lorsque vous avez l'enregistrement définitif au niveau du journal officiel que vous êtes parti politique. Non, c'est faux. Dès que vous déposez le dossier, vous avez un numéro d'enregistrement. Et le processus continue. Dans un intervalle de 2 mois, le ministre de l'Intérieur vous donne une déclaration pour dire c'est conforme, ce n'est pas conforme. Le ministre a eu à dire, à la date, je crois, de sa conférence de presse, qu'il a reçu 10 dossiers et aucun des dossiers n'est conforme. À partir de ce moment, la loi est restée muette sur le délai maintenant qu'il faut pour que les gens se mettent en conformité. C'est-à-dire qu'on vous notifie les insuffisants qu'on a. Vous apportez les corrections, le ministère doit repasser encore pour étudier. Ce n'est pas parce que vous avez apporté des corrections que vous dites que c'est fini, donne-moi tout de suite. Non, le ministère doit encore étudier pour savoir si vous n'avez pas, si
si les corrections qui sont apportées sont véritablement justifiées. Et c'est en ce moment maintenant qu'on vous notifie que vous êtes complètement en règle. Ce que je souhaite dans cette situation, c'est que les gens se calment. Et c'est pour éviter cette situation qu'un citoyen a saisi la Cour constitutionnelle parce que la Charte des partis a prévu une période de transition de 6 mois qui finit le 13 ou le 18 mars, quelque chose comme ça. Donc c'est par rapport à ça que la Cour estima que les dépôts de dossiers devraient intervenir avant cette date, a essayé de cadrer pour dire si déjà un parti politique a la déclaration de conformité, c'est fini. C'est fini. Ça veut dire qu'il existe déjà de façon provisoire. Je ne vois pas pourquoi. Pourquoi la population a l'impression que les députés sont fait prendre à leur piège? Non, est-ce qu'il y a piège là? Il n'y a pas piège. C'est parce que il y a les questions de délai. Il y a les questions de délai qu'on a fixées. Mais si on ne mettait pas ces délais, vous savez, avant les différents codes là, on avait eu un code de 2013. Actuellement, maintenant, un code de 2018. Si on n'avait pas ces codes, on reportait les élections comme à volonté, on déplaçait les dates à volonté. Donc c'est pour ça qu'on a essayé un peu de cadrer pour que, bon, à volonté, on ne se mette plus à reporter. C'est vrai que les députés, tout calcul fait, ils n'ont pas tenu compte de tous les paramètres, sinon on devrait faire de telle sorte que la période de transition allait terminer avant le dépôt des candidatures. Or, malheureusement, le dépôt des candidatures intervient 45 jours avant le démarrage de la campagne. La campagne dure 15 jours. Autrement dit, le dépôt de candidature doit intervenir 60 jours avant la date du scrutin. Le scrutin même est organisé dans les 60 jours avant la fin du mandat. Or, la fin du mandat, c'est le 15 mai. Donc, il faudrait que entre, je crois, 15 mars, je crois que ça fait 15 mars, 15 mai, entre 15 mars et 15 mai, on doit organiser les élections législatives. Le gouvernement a poussé jusqu'au 28 avril, parce que juste après les élections, il faut procéder au comptage et calculer et attribuer les sièges et procéder. Donc je crois que la CEDA n'a que deux semaines pour ça. Vous étiez en train de parler tout à l'heure de l'attribution des sièges. Il y a au sein du code électoral l'article 242 qui fait objet de polémiques, qui suscite commentaires de part et d'autre et qui, selon les acteurs politiques, en l'occurrence de l'opposition, pourrait avoir diverses interprétations. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Bon, là aussi, je trouve que c'est toujours le jeu politique. C'est vrai que par rapport à cet article, on n'a pas utilisé le français facile qui permettrait de dire exactement ce que l'on pense. Sinon, l'esprit de la loi, c'était qu'on puisse limiter désormais le nombre de partis politiques au niveau du Parlement. Et dans le même temps, il ne faudrait pas que, en voulant limiter, qu'on soit contraint de retrouver un seul parti politique aussi dans le Parlement. Sinon, on risque de tomber dans le système du parti unique. Donc, je crois que c'est fort de ça que cet article a été libellé, où on a dit que l'attribution de sièges se fait avec les partis politiques qui auraient au moins 10% du suffrage national. Et comme je le dis, pour éviter qu'on n'ait pas un seul parti, parce qu'il se peut qu'on ait un seul parti politique qui ait les 10%, ou bien qu'on ait 0 parti politique qui n'ait pas du tout les 10%. Donc c'est pour ça qu'il y a eu maintenant les exceptions. Et c'est sur les exceptions qu'il y a les différentes interprétations. Je voudrais simplement dire que même la Bible, qui est le premier document, et que document écrit, inspiré par les hommes de Dieu, directement venant de Dieu, je crois que ça suscite aussi des interprétations jusqu'à ce jour. Donc ça paraît légitime. Donc ce n'est pas pour ça. Alors, mais tout le monde connaît. On sait ce qu'on veut dire. C'est vrai que ce n'est pas dit en français aussi facile. On connaît. Et on sait comment on va le faire. Mais comme on n'est pas d'accord,
on s'offre sur maintenant les insuffisances de forme. Moi, je suis déjà heureux. Je suis heureux que la Sénat, qui est l'institution habilitée à procéder à l'attribution des sièges, que la Sénat a sorti une décision pour dire voilà comment nous allons interpréter cet article. À partir de ce moment, on devait se taire. À partir de ce moment, on devait se taire, mais lundi dernier, les forces de l'opposition ont animé une conférence de presse à travers laquelle ils souhaiteraient qu'il y ait un amendement du code électoral. Non, ils ne peuvent, c'est un peu ce que je vous dis, c'est un jeu. C'est-à-dire que, comme c'est un jeu, et tout le monde, sauf sur des petites insuffisances qu'on peut noter de part et d'autre pour proposer, pour chercher à aller à l'impossible. Comment déjà les hostilités sont lancées, le scrutin, la date du scrutin est déjà fixée et c'est en ce moment que nous allons décider de réviser encore le code électoral. Ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas du tout raisonnable. Ce n'est pas du tout raisonnable. À la date d'aujourd'hui, toutes les idées, toutes les propositions doivent converger vers comment faire pour que nous puissions avoir une élection consensuelle. Et non chercher à dire non, il faut reporter. Parce que les élections, ce n'est pas la fin du monde. Je ne vois pas pourquoi. Parce que l'essentiel, c'est que les règles du jeu, le code électoral, c'est simplement un ensemble de règles permettant d'organiser une élection. Donc, l'essentiel, c'est que les règles du jeu soient connues de tous les acteurs avant le jeu. Qu'on ne modifie pas les règles du jeu en cours de jeu. Maintenant, on veut modifier les règles du jeu en cours de jeu. Ça ne tient pas. Parce qu'il y a des obstacles. Quel obstacle? Il n'y a aucun obstacle. L'opposition parle d'obstacles au niveau de l'obtention du quitus fiscal, incompréhension de l'article 242. Non, quitus fiscal, je vous ai dit, et si nous avons l'habitude de payer nos impôts, on n'aura pas de problème. Mais il déplore une lenteur au niveau des services de la Direction générale des impôts. Non, ce n'est pas une lenteur. La dématérialisation. Quand vous demandez la Direction générale des impôts va faire l'investigation qu'il faut. La Direction générale des impôts, si vous demandez aujourd'hui, M. Kader, la Direction des impôts ne sait pas si vous avez des maisons un peu partout dans le pays. Est obligé de saisir ces structures décentralisées pour me dire telle personne a demandé des impôts. Par rapport à ça, faites-moi le point de la situation à vos niveaux. C'est pour ça que quand vous demandez aujourd'hui, si vous devez, la Direction générale des impôts vous notifie pour dire nous vous donnons un avis réservé et on souhaite que vous vous rapprochiez de tel service pour pouvoir connaître votre situation. Et dès qu'on vous notifie votre situation, que vous réglez, bon, je crois qu'il y a des gens qui ont déjà eu le quitus fiscal. Hein. Donc, le reste, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a eu la chance qu'un président a décidé, même dans l'impopularité, d'appliquer les tests. Et je vous ai dit, si on devait même appliquer les tests de façon stricte, 10%, on n'a eu même pas appliqué les 10%. Ils n'ont même pas tenu. Et ça fait que, désormais, il faudrait qu'on ait des députés capables de faire une bonne lecture des tests, capables d'analyser des situations complexes, afin qu'on puisse nous proposer véritablement des tests qui tiennent compte de nos réalités. Alors, Monsieur le ministre, l'opposition dénonce également l'instauration du certificat de conformité. C'est vrai qu'on en a parlé par la Cour constitutionnelle. Dans ce cas, quelles seraient alors les pièces qui seront exigées pour rester conformes au statut juridique donc, des partis? Bon, c'est ce que je vous dis, le statut juridique des partis. Dès que le parti politique, c'est deux aspects. Prenons des partis politiques qui existaient avant la promulgation de la nouvelle charte. Je crois que la nouvelle charte a été promulguée en septembre 2018. Tous les partis politiques qui, ayant déjà des récépissés d'existence, on a dit simplement que ces partis politiques vont se conformer à la loi. Donc, ils vont organiser de nouvelles assemblées générales pour pouvoir compléter le nombre de, je crois que ça doit être le nombre de membres fondateurs, etc. Parce qu'ils auraient déjà leur statut, leur règlement intérieur qui serait déjà déclaré conforme, etc. Donc c'est seulement à ce niveau. Maintenant, pour les nouveaux partis politiques, eux,
Le ministère de l'Intérieur doit encore étudier leur règlement intérieur, leur statut, etc. Et étudier maintenant les différentes pièces des membres fondateurs. Et on dit, dans un intervalle de 2 mois, le ministère de l'Intérieur a l'obligation de répondre. Soit pour dire que le parti politique, le dossier qu'il a déposé, ce dossier est conforme. La conformité, c'est à 2 niveaux. Dans vos différents statuts et règlements intérieurs, est-ce que vous n'avez pas mis des clauses qui sont contraires aux différentes lois, à la Constitution, etc. Deuxième niveau, c'est les pièces administratives. Et je suis curieux de constater que le ministre de l'Intérieur a énuméré des pièces où les partis politiques, je dis, ont fait preuve de légèreté. Parce qu'on ne peut pas me confier un dossier de constitution de partis politiques où on me dit il faut, je crois, certificat de résidence. Tout le monde sait certificat de résidence. C'est à quel niveau ça se délivre. Et on me dit casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Et on va donner des casiers judiciaires datant de plus de 3 mois. Ça ne fait pas, ça ne fait pas sérieux. C'est-à-dire que quand moi j'ai entendu les motifs de rejet, je suis un peu écœuré, honnêtement. Je pensais m'attendre certainement, c'est-à-dire que dans les statuts, il y a des aspects, dans le règlement intérieur, c'est un peu contraire au code électoral, à la charte des partis politiques, à la Constitution, mais rien de tout ça, mais purement... Sur la constitution des dossiers. Sur la constitution des dossiers. Ça veut dire que nous avons fait preuve de légèreté. Et les différents responsables en charge dans ces partis politiques, c'est eux qui sont punissables par rapport à ça. Maintenant, lorsque on étudie tout ça là, et qu'on rejette, et le rejet est motivé, ça veut dire, comme vous dites, votre dossier n'est pas conforme. Vous apportez maintenant les insuffisances, le ministère étudie à nouveau votre dossier. Et lorsque le ministère ne découvre plus d'insuffisance, vous dit, bon, votre dossier est conforme. À partir de ce moment-là, c'est que vous existez déjà. Là, c'est ça que vous allez prendre maintenant pour dire, bon, je fais la publication au niveau du journal officiel et ça va prendre le temps qu'il faut. Et ça là, c'est 2 semaines parce que je crois le journal officiel, ça se publie par quinzaine. Donc, comme nous sommes, je crois, après-demain, et je dis après-demain, on a déjà démarré le dépôt de candidature. C'est pour ça que la Cour, dans son rôle de régulation, pour qu'il n'y ait pas de blocage, a estimé que si déjà quelqu'un obtient le certificat de conformité, il a déjà le statut juridique provisoire. Je ne vois plus le problème que ça pose. Ça veut dire qu'on est en train de faire en sorte que nous puissions organiser des élections de façon consensuelle. Quand le cours avait sorti la décision, dans un premier temps, si vous lisez les réseaux sociaux, on a pensé qu'on visait les partis politiques de l'opposition, que le ministre de l'Intérieur allait par ce biais bloquer pour ne pas donner. Il n'a pas ce droit. Si les gens déposent que c'est conforme, il est obligé de dire que c'est conforme. Mais après, ils se sont rendus compte que non, mais cette conformité ne concerne même pas les partis, ça concerne tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a commencé par dire non, c'est pour aider les 2 blocs, les 2 partis du pouvoir, etc. Non. On n'a pas intérêt à ce qu'un seul parti politique souhaitant participer aux élections soit écarté parce que son dossier au ministère de l'Intérieur n'est pas conforme. Je vous ai dit tout à l'heure ce qui est énoncé là. Comment on dit? Il faut avoir 18 ans pour être membre fondateur. Et on va retrouver dans des dossiers des gens qui ont moins de 18 ans. Ça ne fait pas sérieux. Ça veut dire qu'il y a des problèmes à ce niveau de... Ça veut dire que, bon, on avait l'habitude de faire chaud là, c'est-à-dire d'être un peu négligent. Et comme nous sommes au Bénin, on dit non, ils vont laisser passer, nous ne vont même pas regarder. Et puis on fait passer un certain nombre de choses. Bon, voilà maintenant que
Les gens sont venus avec une loupe et ça fait problème. Alors, candidat sur la liste FCBE pour les élections législatives de 2015, vous êtes membre fondateur du Bloc républicain. Oui. Voilà, vous Non, êtes... j'ai entendu candidat... Oui, vous n'étiez pas sur la liste FCBE pour les législatives en 2015. Quelle liste FCBE? Il ne faut pas mélanger la chose. Oui, allez-y. Non, je ne suis Donnez-nous pas toutes les FCBE. précisions. Oui, mais il y a des années en arrière. Ah C'est dans d'accord, l'Alliance candidat, FCBE. ok, en 2015. En 2015. Non, en 2015, bon, ça là, je l'ai trop expliqué. En D'accord. 2015, Aujourd'hui, en 2015, c'était... est-ce que vous êtes candidat aux législatives? Non, c'est un scrutin de liste. Je me vois mal qu'un individu se pointe pour dire que je suis candidat. Vous attendez la liste. On attend la publication de la liste. Ah oui, c'est ce que nous sommes en train d'éviter. Si c'est une élection présidentielle, je vais vous dire je suis candidat ou je ne suis pas candidat. Parce que ça dépendra de moi. Et encore que désormais que nous sommes dans un parti politique, on ne pourra même plus le dire aussi facilement. Mais je peux dire que je suis probable candidat, etc. Maintenant, pour les élections législatives, c'est un scrutin de liste. Un individu ne peut pas se lever. Le parti politique qui en décide. Qui en décide. Vous avez suivi également les récentes sorties du président Bouni de partout. Quelle impression vous avez? Mais ça, là, vous ne parlez, en fait. mais ça, là, vous ne dites pas que c'est campagne. Hein. C'est pour les républicains. Non, c'est pas la campagne. C'est pas la campagne. C'est pour les républicains autres que vous dites que c'est campagne. Bouni va saluer des familles endeuillées, éplorées. Ah ben, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'assister ses proches. Je ne vois pas. Il est citoyen. Bon, maintenant, ce sont les propos qu'on tienne et aussi la façon dont les restitutions sont faites qui peut maintenant poser problème après. C'est ce que je dis. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher que je puisse assister des parents. Et je crois que c'est ce que le président Dr Bouni Yahi fait. Bon, il peut profiter, il profite maintenant pour mobiliser la troupe. Donc, à votre avis, le docteur Bouni Yahi profite bien de sa retraite? Non, il n'est pas retraité. Du moment où il est membre fondateur, il est le président d'honneur du parti FCBE, il n'a pas pris la retraite. Donc il continue. Alors, toujours au sujet de l'actualité nationale, cette semaine, il y a eu une décision issue du Conseil des ministres en date du mercredi dernier qui évoque le limogeage du préfet du département du littoral impliqué dans une affaire de malversation foncière. Vous avez reçu cette information comme tout Béninois. Alors, quelle leçon vous en tirez, vous? Bon, la leçon que j'en tire, c'est que c'est un peu regrettable. C'est un peu regrettable que, avec tout ce qui est mis en branle depuis 2016, qu'on en arrive encore à détecter qu'il y a encore de ces genres d'actes qui se posent dans le pays. Je suis un peu gêné, je suis un peu gêné, parce que tout le monde sait que le président Talon a engagé une lutte farouche. Et j'ai l'habitude de dire, nul n'est censé être fort et rester éternellement fort. Donc, il ne faut pas que quelqu'un se dise, bon, je supporte le pouvoir, ou bien je suis le pouvoir, et penser que je peux poser des actes qui ne vont pas rattraper. Donc, par rapport à ça, vraiment, je suis un peu gêné. Bon, s'il est prouvé, ce que nous avons lu dans la décision du Conseil des ministres, bon, il va répondre. Il va répondre. Il va répondre. Merci à vous, Kader Achirou. Gustave Solon, merci. Vous avez un mot de fin? Non, un mot de fin. Je souhaite simplement que, par rapport aux différents acteurs impliqués dans l'organisation des législatives de 2019, que nous puissions, dans nos propos, que nous puissions penser, converger vers l'organisation d'une élection consensuelle, libre, apaisée, pour que le peuple ne soit pas trop stressé. Merci à vous, Gustave Sonon. Je rappelle que vous êtes ancien ministre, vous êtes également acteur politique. Avec vous, nous sommes revenus sur l'actualité nationale. La phrase forte qu'on retient donc de cet entretien, c'est que vous avez dit qu'on a la chance au Bénin d'avoir un président qui est décidé, même dans l'impopularité, d'appliquer les tests. Merci à vous d'être passé sur le plateau. Kader Achirou, merci d'avoir conduit l'entretien avec moi. Très bon dimanche à tous et à toutes. Restez fidèles à nos programmes.